Bonjour à tout le monde. Je vous prie de m'excuser de ce retard dont je ne suis pas responsable vraiment, mais enfin, c'est toujours désagréable de mettre tout le monde un peu en déroute de temps d'entrée de jeu. Donc on va essayer de faire en sorte que ça n'aille pas plus gravement. Tout d'abord, je voudrais vraiment vous dire que je suis très très heureux d'être ici. Je ne suis jamais venu, donc il était temps, parce que maintenant je suis du côté des rangées des voitures, donc il était temps que je vienne au moins prendre l'air ici. J'en suis très très content et je remercie Christophe et Pierre de cette invitation. Alors, sans plus attendre, donc je vais essayer de dérouler une réflexion sur la question du métier en m'attachant à mettre en avant le lien, pour moi, semble-t-il important, à faire entre l'objet sur lequel on travaille, éventuellement donc ce serait le travail, l'organisation du métier, donc l'organisation du travail, des intervenants sur le travail, et puis le modèle économique des structures dans lesquelles s'exerce cette activité. Et évidemment, je vais surtout réfléchir sur la question que pose le modèle économique des cabinets, mais c'est une question qui vaut aussi pour les structures internes dans les grosses entreprises. Alors ça se pose un peu différemment évidemment, mais enfin on ne peut pas l'isoler, et je dirais que ça se pose tout autant pour les services inter-entreprises, au sens où les ergonomes qui interviennent sur les questions qui sont liées à des structures sur la santé sont, de mon point de vue, concernés pareillement. Tout ça, que je vais donc essayer de présenter aussi clairement que possible, tout ça, c'est un enjeu de réflexion de la communauté que nous sommes, et donc de la façon dont l'enseignement y prépare, et la manière dont la recherche soutient, accompagne. Bref, ça concerne le niveau de débat qu'on a ou qu'on n'a pas assez, selon, sur ces affaires, entre nous. Donc ça concerne par exemple ce qui se passe à la SELF ou dans d'autres endroits. Voilà, c'est ça le sujet pour moi. Je peux juste indiquer que la source de cette réflexion, elle est évidemment multiple, mais très particulièrement, il y a une actualité qui est venue du temps où j'étais président de la SELF, justement, et où, du fait de ce rôle, je me suis trouvé interpellé plusieurs fois par des collègues qui n'allaient pas bien dans les structures où ils étaient. Et quand je dis n'allait pas bien, c'est au sens où on appelle n'allait pas bien quand on est ergonome et qu'on est invité pour ça, à intervenir. C'est-à-dire des gens qui étaient en mauvaise santé, physique, mais assez mentalement, pour le coup, c'est-à-dire perturbés, pas à l'aise, pas heureux, éventuellement susceptibles d'en faire aussi une maladie, mais voilà, comme un symptôme de quelque chose qui ne va pas. Et très vite, dans les échanges, on sentait bien que ce qui n'allait pas, c'était le métier. Pour le dire façon clos, c'est quand le travail ne va pas bien qu'il arrive qu'on en fasse une maladie, quoi. Et que le métier qui n'allait pas bien, eh ben, c'était un peu tout ce que je viens de dire. Finalement, de quoi on se mêle, qu'est-ce qu'on fabrique, c'est quoi, sur quoi on travaille, et puis à quoi ça rime l'organisation dans laquelle on est, et puis tout ce qu'on dit, on ne le fait pas. On est dans une structure qui est organisée à l'inverse de ce qu'on recommande dans les structures où on intervient. Où est la cohérence? Bref, quelque chose qui est chahuté et qui manque finalement d'un rendez-vous, d'endroit où la question de la cohérence, qui est toujours une utopie, la cohérence, c'est bien toujours quelque chose qu'on vise, qu'on a rarement atteint. Ce n'est pas un reproche donc à faire à X ou à Y de ne pas être cohérent. C'est inévitable qu'on ne le soit pas complètement. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait de l'attention? Est-ce que c'est recyclable dans les échanges? Est-ce que ça participe justement de ce sur quoi on travaille ensemble? Ou est-ce que c'est considéré comme quelque chose qui ne se pose plus, c'est réglé, c'est à distance, chacun s'en débrouille, et qui renvoie donc alors à comment on réfléchit ce qu'on fait. Voilà, c'est ça l'idée.
Et puis j'ajouterais ceci, c'est que j'ai déjà présenté cette affaire au congrès de la SELF justement l'année dernière, de sorte que si jamais il y en a qui étaient là, je voudrais platement m'excuser d'avance parce que je vais me répéter. Mais j'ai la faiblesse de croire qu'en même temps, c'est pas grave parce que c'est pas réglé. Et là, on sera sur une échelle de nombre peut-être plus praticable pour échanger sur cette base. Voilà. Alors, la première chose, donc, c'est de pointer peut-être une dimension qui n'est peut-être pas aussi évidente pour ça que tout le monde, mais pour le principal des ergonomes dans le monde, ce dont il parle, ce n'est pas du travail. L'essentiel des ergonomes ne s'intéresse pas au travail. Ils s'intéressent à des activités diverses, mais ce n'est pas forcément le travail. Et de sorte que si ici, je crois que je ne me trompe pas, on zoome sur une ergonomie qui parle du travail, d'une certaine manière, on décroche par rapport à un mainstream qui ne parle pas de ça. Et en décrochant, la question qu'on doit avoir toujours en tête, c'est est-ce que le travail, c'est une activité comme une autre? Après tout, c'est simplement un effet de sélection parmi les activités d'une qui se trouverait avoir plus d'occasion d'être visitée que d'autres, mais bon, elle ne contient pas par elle-même de questions tellement distinctes qu'il faille en faire une affaire. Donc on fait de l'ergonomie du travail, mais on peut faire de l'ergonomie d'autre chose. C'est pas très différent, c'est juste une question d'occasion. Au mieux, c'est singulier, quoi. Ou bien il y a l'idée que l'activité de travail n'est pas une activité comme les autres. Et que donc, en s'intéressant au travail comme activité, c'est pas simplement le prélèvement d'une activité parmi d'autres, c'est la sélection d'une activité qui a un pouvoir différent des autres, qui a une influence plus structurante que les autres, et qui renvoie à la thématique de la centralité du travail. Alors on y reviendra si vous le souhaitez, mais je m'inscris pour le coup dans cette perspective, donc sous cette hypothèse, ou dans ce paradigme, ou dans cette école, qui peut être elle-même assez vaste, parce qu'on va y retrouver dedans des possibilités diverses, mais il y a quelque chose là qui prend position sur le fait que s'intéresser au travail, ce n'est pas s'intéresser à une activité comme les autres, même si elle a évidemment à voir avec toutes les autres, mais par le fait d'une centralité qu'on lui reconnaît, on s'intéresse à une activité particulière. Alors à partir de là, l'idée c'est que l'activité des ergonomes de l'activité de travail, c'est ainsi alors qu'on peut se situer, se construit au carrefour de trois modèles, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. D'abord la question du modèle de travail sur lequel on travaille, et c'est la question de la structuration de l'objet sur lequel nous travaillons, qui s'avère être le travail. Le modèle professionnel, c'est-à-dire l'organisation du métier, et puis le modèle économique, c'est-à-dire le processus de création de valeur des ergonomes par l'ergonomie. L'enjeu de ces tensions, de cette différence est double. La question de l'activité des ergonomes dépend du type de résonance ou de cohérence, comme je l'évoquais, entre ces plans. Donc on ne fait pas la même chose selon la manière dont on va organiser la résonance entre les plans de l'objet, du métier et de l'organisation économique dans laquelle on est. Et puis le développement du métier, de la discipline, suppose un espace de délibération sur ces tensions, considérant que nous sommes ici typiquement dans un espace de ce genre et que peut-être on peut souligner que finalement il n'y en a pas assez. Alors si on essaye de positionner cette affaire, c'est donc un enjeu de formation, mais d'une formation qui va concerner ce qu'on peut appeler la doctrine d'intervention. Doctrine, c'est un dispositif notionnel qui permet de fournir l'interprétation des faits et d'orienter ou de diriger l'action. Ce que ça veut dire ici, c'est que si on imagine que la responsabilité finalement de la formation, c'est de transmettre ou de permettre d'élaborer une doctrine, ça veut dire que c'est plus que la discipline.
la doctrine, c'est pas simplement la discipline. Ça veut dire une autre chose, c'est que le métier, c'est pas simplement la discipline. C'est toujours plus vaste. Le métier, on pourrait le dire, déborde toujours la discipline. Et la notion de doctrine veut dire ça, veut dire qu'il y a un débordement inévitable des dimensions que la discipline maîtrise, parce qu'elle est à la rencontre, à l'épreuve des situations réelles où ça ne se colle pas tout seul. Autrement dit, la capacité d'agir, bien sûr qu'elle va s'appuyer sur des disciplines, donc des concepts, des méthodes, des savoirs, mais qui vont être mis à l'épreuve de terrain, de situation. Et ce qu'on va appeler doctrine, c'est la manière dont ça constitue, ce faisant, un savoir expérientiel qui se conjugue au savoir plus formel et organise ainsi une manière de se saisir du monde validée par la capacité d'y agir. Donc c'est la capacité d'agir qui organise la doctrine. Et j'ajoute que le terme de doctrine, j'y tiens beaucoup, y compris par le, comment dirais-je, la suspicion qui s'attache à ce mot, qui est qu'on pourrait très vite devenir un peu doctrinaire, sectaire, renfermé. Eh bien oui, ce risque existe. Et c'est important que dans le mot, on convoque le risque du mot. Le mot doctrine m'intéresse parce qu'à la fois, il a une valeur, c'est l'organisation d'une capacité à interpréter pour agir, qui organise une communauté qui partage ça. Et c'est un enjeu de formation, de séminaire, etc., de confronter des manières. Et précisément, en les confrontant, on est soumis au risque de s'enfermer dans la manière qu'on a élue. Donc le risque doctrinaire est la contrepartie d'une chance doctrinale. Mais ce n'est pas inintéressant d'avoir dans sa tête la conscience du risque, parce que c'est la manière de s'en défendre, de s'en protéger, de faire attention. C'est pour ça que le mot me va, de mon point de vue, vous pouvez l'enlever évidemment, mais c'est ça l'intérêt pour moi. Alors, la première question, c'est avec quel modèle de travail les ergonomes travaillent-ils? Bon, c'est assez classique, le modèle auquel qu'on a en tête, hein, c'est de se dire qu'on est intéressé par la question d'abord d'une tension, d'une différence qu'on établit d'entrée de jeu entre la tâche ou la prescription et l'activité, et la question c'est comment cette tension va la retrouver dans une tension possible entre la santé et la performance, dans une acception qui déjà, vous voyez, ça pose un petit problème, c'est la santé et la performance sont dissociées, et donc la santé, par exemple, ne serait pas une question de performance, ce qui ne va pas de soi, mais qui a tendance à être quand même ce qu'en ergonomie on pose, quoi. On y reviendra. Donc ça, c'est, je dirais, c'est le modèle général. Alors, ça renvoie déjà à une question de santé qui était un vrai problème de mon point de vue, parce que la santé, elle renvoie à une conception du travail dont on ne sait pas toujours très bien si pour les ergonomes, le travail, c'est un risque dont il faut protéger les personnes. Autrement dit, dans l'expérience du travail, ce que les gens jouent à titre principal, c'est un risque pour eux. On dit la santé est toujours en péril dès lors que les gens s'aventurent. Et donc on a une espèce d'approche d'un travail dont il faut idéalement se protéger. Incidemment, ça relaie tout à fait le discours politique sur le travail, de la gauche à la droite, tous unis là sur ce coup-là. C'est le travail, c'est une expérience de la soumission, de la dépendance, du risque, dont il faut protéger les personnes. Ou bien est-ce que le travail, c'est une ressource? C'est-à-dire une expérience du monde qu'il faut développer, sur laquelle on prend appui. Quelque chose, au contraire, qu'il faut chercher. Et on voit bien que sur cette affaire-là, normalement, les ergonomes, ils sont dans la deuxième hypothèse, mais ça ne s'entend pas toujours. Car le discours assez rapidement des ergonomes eux-mêmes, hein, c'est de parler surtout d'un travail qu'ils vont fréquenter à travers les problèmes qui sont posés pour les personnes, c'est-à-dire d'un péril, d'un risque, d'une difficulté. Beaucoup plus que du côté d'une expérience où les gens se réalisent, réussissent, voilà, se développent. Ce n'est pas strictement opposé, mais selon l'embranchement qu'on prend, on voit bien que, sans y penser peut-être, on prend un chemin qui ne peut pas vous permettre de relier tous les ports.
Du côté de la performance, il y a besoin d'avoir en tête que la performance est un mot très général, mais qu'il y a des registres de performance, comme on dit. Et que l'enjeu pour l'intervention, c'est de comprendre comment ces registres, d'abord, comment ils sont faits, de quoi ils sont faits, et comment ils s'organisent entre eux. Alors rapidement, parce que c'est en soi toute une aventure que de rentrer là-dedans, il y en a trois, fondamentalement, de registres qu'on évoque. C'est le registre dit des résultats, le registre dit des externalités et le registre dit des réflexivités. Concernant les résultats, c'est la question des rapports qu'il y a entre qualité, productivité et rentabilité. Souvent, c'est juste ça qu'on appelle performance, mais qui, stricto sensu, ne concerne que le registre dit des résultats dans la performance. Et ce qui est important, c'est que les questions de la qualité, de la productivité et de la rentabilité posent des questions tout à fait sérieuses de définition de leur contenu propre, qui changent avec l'évolution économique. Et ici, ce qui est très important à avoir en tête, c'est que la montée de la dimension servicielle de l'économie modifie complètement le rapport entre la qualité et la productivité, et la financiarisation modifie le tout en nouveau. Si on n'a pas, en ergonome, quelques clés de compréhension de qu'est-ce qui se passe là, comment ça bouge, qu'est-ce qui fait d'ailleurs que les managers qui sont en responsabilité de ça sont autant paniqués que l'ergonome moyen qui découvre, parce qu'eux, ils ont les mots, mais ils n'ont pas forcément les contenus. Nous, au moins, quand on sait rien, on sait rien. Mais on répète les mots parce qu'ils traînent partout. Productivité, c'est comme du schtroumpf, c'est partout. Qualité, il ne manquerait plus que ça. Et la rentabilité, cette espèce de machin qui surplombe. Donc, espèce de, voilà, il y a forcément. Comment ça marche? D'où ça vient? Comment ça bouge? Il y a quand même un vrai silence qui est un vrai problème d'intervention. Le deuxième registre, c'est celui des externalités. Externalité est un mot qui est assez clair. Il signifie qu'en dehors du périmètre immédiat du résultat, il y a des dimensions, comme on dit, médiates. C'est-à-dire qui ne sont pas immédiates, mais qui sont médiates. C'est-à-dire qui vont s'exprimer à travers des médiations. En clair, ça va s'exprimer plus tard ou plus loin, éventuellement plus tard et plus loin, et donc dans un périmètre qui n'est pas regardé dans une relation très court-termiste, classique, de la performance banale. Bon, le sujet qui s'impose tout de suite, c'est la question du développement durable. Typiquement, le développement durable, c'est une question qui est posée du fait que ce que nous faisons là va avoir des effets ailleurs et demain, dont aujourd'hui on nous demande de prendre plus compte qu'hier. Il y a donc une extension du périmètre de performance vers des dimensions d'externalité qui n'étaient pas regardées et qui deviennent de plus en plus prégnantes, sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse. Ne serait-ce que même si ça ne vous plaît pas, par le jeu, par exemple, des lobbies, vous allez avoir une réputation qui va se faire contre vous, qui est que vous êtes en train de massacrer la planète en fabriquant des chaussures, et que ça va commencer à se voir parce que les gens ne vont plus les acheter. Ou que vous faites travailler des petits-enfants, ou des choses comme ça, ça peut être moins grave que ça, mais il y a un effet de réputation, qui est de plus en plus un enjeu d'enseigne, et qui est très piloté, comme une dimension de la performance stratégique des organisations. Mais ça veut dire que les gens qui travaillent, ils ont cette question-là en tête. C'est-à-dire quand ils font quelque chose, ils doivent gérer les effets. Et pas forcément avec tous les moyens pour ça. Donc ils sont saisis, et on voit bien, notamment psychiquement, dans la responsabilité qu'en tant que citoyen, ils se sentent avoir, et qu'en tant que producteur, ils se sentent éventuellement en train de trahir. Cette tension participe du travail qu'ils font. Enfin, il y a le registre qu'on appelle des réflexivités. Les réflexivités, c'est la question des effets que produisent sur les ressources la production qui les a engagées. Un effet réflexif. Alors la réflexivité banale, c'est comment le fait d'utiliser des machines les use. Et donc par l'amortissement, comment on les remet au bilan, mais fondamentalement comment on entretient la disponibilité. Ça c'est banal. Le terme de réflexivité en réalité est sorti lorsque les dimensions qui nous intéressent ne sont plus simplement les dimensions matérielles, mais immatérielles. Et un premier handicap, la santé. Comment la manière d'engager la santé modifie la santé, alors pas forcément négativement, ça peut être positivement. La compétence, pas nécessairement négativement, mais positivement. Et vous voyez que vient apparaître là l'idée que les ressources immatérielles ont une caractéristique tout à fait inédite par rapport aux autres ressources, c'est qu'elles peuvent se développer dans l'usage. Toutes les autres ressources se consomment, et donc l'enjeu
Ben, c'est d'en faire un usage économe, pas gaspiller. Mais les ressources immatérielles, on peut augmenter dans l'usage le volume, si je puis dire, qu'elles représentent. Donc la responsabilité de gestion, c'est plus simplement de ne pas dégrader, ça peut être de développer. Vous voyez que là, il y a un effet d'interpellation gestionnaire qui est complètement nouveau. Et si on repère que les ressources immatérielles essentielles, de notre point de vue, c'est donc la santé, c'est la confiance, c'est la pertinence, c'est-à-dire le fait que l'organisation, elle est adaptée à, que les moyens sont adaptés à, là encore, ils peuvent se développer dans cette qualité. Et tout ceci va être un enjeu de coopération à titre principal dans le travail. C'est la question des réflexivités. Alors, réflexivité et externalité, ce sont des rapports assez proches, parce qu'on pourrait presque dire que la réflexivité, c'est une externalité interne, si on permet. Ce qui est un peu savant comme expression, mais on s'est compris, parce qu'on est entre gens intelligents, donc on a compris ça. Et ben, les expressions des questions que ça va être, alors ben, je l'évoquais, c'est le développement durable, la question de la pénibilité. Quand on dit ce qui est pénible, c'est quand ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas un problème de peine, c'est un problème de valeur. C'est-à-dire que même si la peine n'est pas énorme, à partir du moment où ça ne la vaut pas, c'est pénible. Inversement, on va avoir des activités où la peine peut être assez forte, mais ça le vaut, c'est pas pénible. Ça peut être très dangereux quand même, hein, mais c'est pas pénible. Autrement dit, la perception de la pénibilité est une relation avec la valeur. Et donc sur des dimensions qui ne sont pas simplement des effets en soi. La question du vieillissement, la question de comment le travail fait société. Comment à travers la manière dont nous travaillons, se construit ou se délite le lien social. Le fait qu'on s'entende, qu'on se parle correctement, que la culture est activée, au contraire, trahie. Toutes ces dimensions qui sont au cœur de l'activité. Il y a un rapport de tout ça, évidemment, avec le registre de résultats. C'est la question dont ça fait système qui se pose. Donc, on voit bien que la question de la performance, elle va bouger en fonction des évolutions du modèle économique qui va mobiliser différemment ces registres et à l'intérieur des registres, les dimensions qui sont animées dans chacun. Et tout ça, ça a des effets retour à la fois du côté de la santé, et je l'évoquais tout de suite, c'est la question de la subjectivité, c'est-à-dire comment ce que je fais m'affecte, comment je suis embarqué à travers ce que je fais, et d'une manière qui fait retour vers moi, d'une façon qui peut aussi bien développer la santé, c'est-à-dire la capacité d'agir, que éventuellement l'atteindre. Vous voyez qu'à ce moment-là, on sort de la question de savoir est-ce que le travail est un risque ou une ressource, ça dépend. C'est pas par sa nature. C'est par une manière de l'engager qui devient quelque chose qui se pose non pas a priori, mais dans l'organisation concrète. Et évidemment, ça a un effet de retour sur l'activité. Et là, pour moi, ça veut dire que pointe là l'idée que non seulement l'ergonomie dont nous parlons, elle parle du travail, que par ailleurs, quand on parle du travail, on ne parle pas que de l'emploi, mais bien de l'activité. Et maintenant, j'ajoute que quand on parle de l'activité, on parle bien de la subjectivité dans l'activité. Donc vous voyez qu'il y a des effets comme ça de concentration, de concepts qui s'organisent entre eux pour, en retour, architecturer la question du modèle de travail dont nous parlons diversement. Là, je vous dessine la façon dont il me semble qu'il est intéressant de le faire, mais on peut tout à fait imaginer que ce schéma-là, il bouge, on le discute, pas de problème, et selon, on prend des positions qui peuvent être différentes, on peut inscrire, peut-être ouvrir une école différente, ou proposer une piste distincte, ça se discute, mais on assume que quand on met le mot activité, et a fortiori le mot travail, on est, derrière ce mot, d'accord sur ce qu'on y met, ce qui ne va pas de soi. Il ne suffit pas que les ergonomes dits de langue française se considèrent comme différents des autres par le fait qu'ils poseraient le travail d'avance et pas tout le monde, qu'ils aient même mis l'activité et pas tout le monde. La question de la subjectivité, c'est à nouveau pas tout le monde. Et encore une fois, il n'y a pas là une gloire à avoir, c'est simplement un approfondissement du concept sur lequel on va être très embêté quand il s'agit d'agir. Alors à la sortie, c'est une manière de poser que travailler, c'est autre chose que de faire quelque chose. C'est autre chose que de produire quelque chose. Et c'est là que la question de la centralité du travail est posée, qu'un enjeu, selon moi,
et qui vient avec, c'est la question de l'émancipation, c'est-à-dire qu'à travers l'activité de travail, ce qui se joue, c'est pas de faire quelque chose, c'est de se développer comme sujet. C'est-à-dire se réaliser dans la société, dans le monde. Et donc il y a une dimension politique de l'activité, et donc politique de l'ergonomie. Et on est donc dans une approche qu'on peut appeler développementale, qui, encore une fois, vous voyez bien, agglutine des postures qui ne sont pas toutes présentes dans le monde. Hein. Quand Pierre a lancé le bouquin donc, auquel j'ai été invité à participer d'ailleurs, on est bien dans une conception développementale qui essaye de montrer que tout le monde ne l'a pas. Et incidemment, à l'intérieur de l'approche développementale, tout le monde ne fait pas exactement pareil. Donc, si vous lisez attentivement les contributions, tout le monde ne dit pas la même chose. Mais à l'intérieur d'une enveloppe qui a isolé un point par rapport à d'autres façons qui ne le isoleraient pas, c'est-à-dire la question du développement. Ça ne va pas de soi. Moi, je soutiens l'hypothèse que dans une approche développementale, alors la centralité de la subjectivité dans l'activité est une dimension essentielle. Si on passe au deuxième point, la question de la cohérence entre le modèle de travail dont je viens de parler maintenant et le modèle professionnel. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est simple, hein, c'est l'activité des ergonomes est une activité de conseil qui participe d'une logique de service. Ça justifie d'aller voir un peu qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là. Il y a deux manières, principalement, on pourrait dire, de définir le conseil. Soit le conseil renvoie une intervention à état final connu d'avance. On intervient pour faire quelque chose dont on sait dire d'avance ce qu'il devra être. Je prends un exemple très simple. Il y a du bruit. L'intervention, c'est qu'il n'y ait plus de bruit. L'état final est connu d'avance. Ou que les gens mettent des protections pour qu'ils ne subissent plus le bruit. On est sur une intervention dont l'état final est connu d'avance. Vous voyez bien que, assez rapidement, c'est le type d'intervention qui relève plutôt d'une ingénierie, quant au fond. Mais ça participe d'une activité de conseil. Et puis, il y a des activités qui sont à état final non connu d'avance. Si vous êtes dans une approche développementale, il n'y a pas de cible. C'est sans fin. Il n'y a pas d'état final connu d'avance. Il peut y avoir des jalons, des étapes. Parce que sinon, à l'infini, on ne peut pas se repérer. C'est-à-dire qu'il y a un balisage. Mais l'état final n'est pas posé d'avance. Il ne peut pas exister. Et je dirais que plus on intervient, plus d'une certaine manière, il va consister à repousser l'horizon, comme dans la marche. Simplement, ça se jalonne. Alors, toute la question, c'est comment le jalonnement ne fait pas perdre de vue ce qui se joue dans l'horizon. Ne le réduisent pas à des dimensions qui, au motif d'être pratiques, perdent en substance. Mais dans l'esprit, on est sur une intervention à l'état final non connu d'avance. Par exemple, quand vous êtes dans la prévention des risques, sauf à imaginer que vous pourriez sortir avec plus de risques, alors encore une fois, du bruit, admettons, sur les risques psychosociaux, ça va être dur quand même. Hein. C'est un peu absurde de poser ça. Donc, il n'y a pas d'état final connu d'avance. On est dans un processus, dans quelque chose qui se lance, et qui d'ailleurs, dans son chemin, va découvrir des opportunités qu'il ignorait, qui vont monter avec le chemin. Donc, on est vraiment dans ce qu'on peut appeler une activité développementale. Ça fait écho à une autre façon de poser la question de l'intervention. On voit bien qu'il y a des interventions dans lesquelles ce qui est demandé par le client, c'est qu'on le décharge de la question. Vous savez faire, faites-le. Moi, je ne sais pas, ou je n'ai pas les gens. Je vous fais confiance. Déchargez-moi de ça. Il y a du bruit, dites-moi. Je ne ferai pas selon que ça coûte, mais dites-moi, c'est quoi le truc? Et puis, il y a des questions qui ne peuvent pas relever de ça. Sur les risques psychosociaux, on ne peut pas se décharger sur un intervenant. Ça ne veut rien dire. Parce que les risques psychosociaux, ils participent de l'organisation elle-même, de la nature du travail, de la manière dont il est managé. C'est typiquement des choses qu'on ne peut pas défausser. Ou alors, on remet les clés de toute la boîte. Donc, en réalité, ce qui se joue dans l'intervention, c'est que le conseil, le consultant, l'intervenant, il est là pour aider
l'entreprise à s'en charger. Autrement dit, il est payé pour qu'elle le fasse. Ce qui peut nous attirer quelques remarques narquoises, du style, c'est pas mal votre boulot, vous êtes payé pour que je fasse le boulot pour lequel je vous paye. C'est pas con ça, il faudra me dire où ça s'apprend parce que c'est pas bête. Il y a un peu cette idée-là, que ce serait trop facile. Alors, on sait bien que c'est un peu plus compliqué que ça, mais si j'insiste là-dessus, c'est parce que c'est pas du tout le style classique pour les achats, par exemple, pour les appels d'offres, pour toutes les activités que les entreprises ont l'habitude de solliciter à l'extérieur, c'est pour qu'on fasse à sa place. Alors, en restant bien à sa place d'ailleurs, et lui permettant, elle, de rester sur l'essentiel. Le problème, c'est que le travail, justement, ça ne relève pas d'une nature qui permettrait qu'on puisse le saucissonner de telle sorte qu'on puisse s'en décharger sans perdre la main. Pour le principal, les intervenants que nous sommes, à la fois interviennent sur des situations à état final non connu d'avance et d'une manière qui va consister vis-à-vis de leurs clients à l'aider à s'en charger. Alors ça renvoie à deux façons du service. Il y a le service qui relève plutôt de la prestation, c'est-à-dire d'un dispositif assez standard, stabilisé, formalisable, assez protocolé, et qui, j'allais dire idéologiquement, est assez en phase avec une approche d'ingénierie. Ça relève d'une maîtrise possible, d'une connaissance préalable des choses qui sont en cause. Et puis, il y a une deuxième dimension du service, ce qu'on appelle la relation de service, celle qui va se jouer dans la prise en compte de la dimension singulière. Les deux sont du service, hein, mais ils relèvent d'une économie propre différente. Ce qui indique tout de suite que le service est plus complexe qu'il n'y paraît, puisque généralement c'est un mix entre deux dimensions qui relèvent un peu d'un standard, qui font participer d'une prestation, et d'une dimension qui sont complètement dans le singulier et qui vont participer de la relation. Vous voyez tout de suite que dans les interventions, les deux sont possibles, mais selon qu'on tire plutôt dans un sens ou dans l'autre, le mix que ça compose n'est pas le même, la complexité ne se joue pas aux mêmes endroits, et ce que l'on abandonne d'un bord au motif de s'approcher de l'autre, ça fait retour d'une manière qui crée la tension propre de l'intervention. On voit bien, je le dis tout de suite, que la nature spontanée, on va dire, de tout cabinet, de toute structure, c'est d'espérer et de préférer une dimension plutôt de la prestation, qui participerait plutôt d'une ingénierie, d'une méthode qu'on aurait stabilisée, qu'on peut reproduire, et sur lesquelles ensuite on va se vendre sur la capacité qu'elle est plus efficace que celle d'un autre. Ça va plus vite, on gagne en jour, ça va être moins cher. Et donc sur des hypothèses d'intervention à état final connu d'avance, sinon on va tout perdre. Et donc il y a un attracteur très fort dans nos métiers à nous, malgré tout, vers ce modèle-là, vers une ingénierie de l'ergonomie. Et c'est pas par hasard que le human engineering refait surface dans l'international. C'est même un appel extrêmement fort, hein, d'abandonner dans l'ergonomie qui n'a pas réussi à percer dans sa singularité à l'international, pour revenir vers un human engineering dont on nous dit, dans les endroits où ça se discute, qu'il n'y a pas de raison de s'embêter puisque c'est pareil. C'est pareil sous l'hypothèse d'une ergonomie qui de fait est une ingénierie. Mais une ergonomie qui tirera plutôt du côté d'intervention à état final non connu d'avance, dans une problématique qu'il s'agit plus d'aider l'entreprise à s'en charger qu'à s'en défaire, et qui va donc plus participer d'une intervention fondée sur une dimension de la relation, c'est autre chose. Et vous voyez bien que là, pour le coup, le modèle économique, il est moins préparé, il est moins disponible d'avance, il est plus complexe. Et donc, il va introduire dans les cabinets qui vont par là des questions différentes. C'est le point. La relation se fait assez facilement, c'est d'ailleurs, pédagogiquement, c'était d'ailleurs déjà écrit, puisque j'avais mis les couleurs, ça aide à comprendre. Et que donc, il y a un rapport, évidemment, de résonance entre état final connu d'avance, se décharger et d'être dans la prestation. Et inversement,
pour les autres, un état non connu d'avance, dans une démarche qui va aider l'entreprise à s'en charger, à travers une relation qu'on va introduire avec elle. Le point qui nous importe, hein, c'est que les ergonomes vivent dans leur activité à eux les mêmes problèmes que ceux que vivent dans leurs activités les bénéficiaires, clients, protagonistes de nos interventions. On n'est pas hors sol. On ne bénéficie pas d'une extraterritorialité vis-à-vis des problèmes dont on s'occupe. Et je dirais même que c'est à retourner. C'est parce qu'on les connaît pour nous-mêmes qu'on est préparé à les comprendre pour les autres. C'est un terrain de jeu, si je puis dire, d'apprentissage, que de faire l'expérience de ce qu'il y a de difficile à aller dans un sens plutôt que dans un autre, pour mieux comprendre pourquoi chez les clients c'est difficile aussi, puisque nous-mêmes on voit bien que c'est pas facile. Qu'est-ce qui se joue dans le fait de le tenter plutôt que pas? Le risque qu'il y a de se replier vers ce qui serait apparemment plus facile, mais qui va rater des questions. Et c'est justement parce que ces questions n'arrivent pas à les traiter chez le client que le client vous demande de l'aider à les prendre. Mais si on va chercher ces clients que le client n'arrive pas à traiter, à travers une organisation qui justement est organisée elle-même pour ne pas les traiter, sur quelle base on le fait? Ben, forcément sur la base de quelque chose qui va venir de l'extérieur, je l'ai appris à la fac. C'est comme ça qu'il faudrait faire, et comme très vite on s'aperçoit qu'on ne le fait pas, alors on n'en parle nulle part, parce qu'on sent très bien que si je parle à la fac ou dans un congrès de ce que je fais vraiment, je me fais rallumer par tous les profs qui sont censés m'avoir raconté que c'est pas comme ça qu'on fait. Bon, c'est pas ici, mais ça arrive, j'en ai vu, et de chez moi. Bref, ça va pas ça. Je voudrais insister là-dessus, l'idée c'est pas qu'il y aurait des malins qui auraient tout réglé, qui seraient en avance sur tout le monde, et qui du haut de leur perchoir viennent dire, viendez, je vais vous raconter le monde tellement. C'est pas ça du tout. C'est qu'il y a simplement, parmi nous, des qui se sont plus engagés dans la fréquentation du problème, parce que ce problème les a plus intéressés qu'un autre problème, personne n'a fait tous les problèmes. Et donc ils se sont plus engagés, par exemple, sur cela, parce qu'ils ont pensé qu'ils étaient particulièrement importants, ou qu'ils étaient eux-mêmes plus préparés à les saisir, quel que soit. Et qui font alors ici un peu un exercice d'exploration. Mais à l'étude de l'exploration, ils n'ont pas découvert l'Amérique. Ils ont découvert le problème d'aller en Amérique. C'est pas pareil. Mais ils en parlent parce qu'ils font l'hypothèse que de toute façon tout le monde veut y aller en Amérique. Donc évidemment, si vous n'avez pas envie d'y aller, il ne faut pas vous embêter. Mais si vous avez envie d'y aller, il faut raconter la difficulté qu'il y a à y aller, et de fait l'intérêt de chercher à y aller quand même. C'est ça qui me semble le cœur du métier. Donc la question, c'est le rapport évidemment au réel des uns et des autres, des ergonomes pour qu'ils puissent parler du rapport au réel de leurs clients. C'est le rapport à la prescription, qu'est-ce qu'on est censé faire, c'est quoi la tâche, pour nous comme pour eux. Cette question donc d'un travail de l'intervention qui doit être aussi homogène que possible à l'organisation cible de l'activité pour laquelle on est appelé. C'est une question réellement, on peut dire, de cohérence à la fois théorique, méthodologique et politique. C'est un problème de périmètre, parce que ça veut dire évidemment qu'on sort en général du périmètre prévu. Voilà. On connaît ça très bien. On sait très bien que, notamment, en tout cas depuis que les TMS ont pris la place qu'on sait, qu'un problème de TMS qui s'exprime en termes articulaires, il se traite pas comme un problème articulaire. Autrement dit, il n'y a pas d'homogénéité évidente entre le périmètre d'expression et le périmètre de gestation des questions. Quelqu'un qui a mal au coude, c'est bien au coude qu'il a mal. Mais ce n'est pas en regardant son coude qu'on va s'en sortir. C'est en regardant toute l'organisation. Alors évidemment, au début, les entreprises disent, dis donc, ça part à l'infini, votre machin là. Moi, j'ai quelqu'un qui a mal au coude. Qu'est-ce que vous allez m'embêter avec des problèmes d'organisation de la production? Ben, c'est le périmètre qu'il faut regarder pour ne pas rater le coude. Ce travail-là, c'est la compétence, mais qui suppose qu'il y a un changement de périmètre du regard qui, au départ, est calé sur le périmètre de l'effet, c'est-à-dire ce qu'on peut voir. Ben, cette question, c'est la question de vos intervenants, de nos intervenants que nous sommes, et c'est la question, je voulais dire, des
des partenaires, des protagonistes que nous rencontrons dans l'entreprise. C'est le problème du directeur de l'usine, c'est le problème du préventeur, les deux, inversement d'ailleurs, qui ont beaucoup de mal à sortir du périmètre qui leur a été accordé, au seul motif que le problème qu'ils rencontrent, eux, dans leur périmètre, relève d'un périmètre du regard qu'il faut construire ailleurs. Cette capacité à désindexer le périmètre des faits et le périmètre de raison, c'est un enjeu méthodologique, théorique, c'est un enjeu de doctrine. Et ceci explose avec la servicialisation, puisque la servicialisation met les personnes aux prises avec des questions qui sont à l'échelle assez vite de la société. Comment dans la manière de rendre un service à quelqu'un, ce qui se joue, c'est la manière d'être ensemble. C'est-à-dire la civilisation, la culture, la morale, l'éthique, etc. Alors on se trouve à la sortie, dans cette affaire-là, avec finalement deux modèles qu'il faut avoir en tête. Le modèle, donc, on peut appeler de la prestation de service, qui repose sur une posture d'expert, où on a quelqu'un qui a un savoir, qui s'applique, une méthodologie qui est stabilisée, et un périmètre qui est connu. Il est finalement, sous prétexte d'être dans le service, il est en fait dans ce que les économistes appellent un quasi-bien. C'est-à-dire quelque chose qui ressemble à un produit. C'est-à-dire quelque chose qui serait matériel, là c'est immatériel, mais c'est stabilisé assez pour être comme un bien. Et donc c'est sur des contenus standards. On verra que c'est la condition pour qu'il y ait un marché de ça, justement. Et il va être donc très vite dans une logique de concurrence par les délais et par les prix. Inversement, si on est dans une logique de la relation de service, on est dans une posture que je qualifierais de clinique, c'est-à-dire c'est la problématique du cas, où le métier déborde toujours la discipline, où le problème qui se pose d'entrée, c'est la question de la limite. Où est la limite? Ce qui veut dire que la question de l'activité est d'abord la question de la situation. Ça déborde le poste, mais alors c'est où la situation? Elle s'arrête tout, jusqu'où on remonte. Et savoir mettre les limites, c'est ça le métier. Il faut regarder tout ce qu'il faut regarder pour comprendre ce qu'on voit. Voilà. Alors tout ce qu'il faut, ça dépend. Alors tout ce qu'il faut et tout ce qu'on peut. Parce que tout ce qu'il faudrait peut-être, sauf que on est dans une situation où les gens ne sont pas prêts, ça passe pas. Ou bien je ne sais pas trop, ou j'y arriverai pas tout seul. Donc ce sont des combinatoires qui sont des arbitrages qui vont relever d'une décision. Et donc d'un engagement de la subjectivité de l'intervenant. Et donc il va falloir que l'intervenant lui-même apprenne à gérer les ébranlements que ça produit en lui, ce qui résiste en lui, et pas simplement dehors, et qui explique son travail à lui. L'option du conseil, donc, elle est toujours entre du côté plutôt de la prestation ou du côté plutôt de la relation, et elle se fait donc en fonction du modèle de travail qui se joue. Mais ça va se jouer enfin en fonction de l'orientation économique de la structure. Pour penser les questions d'intervention en des termes qui permettent d'aider les clients à y faire face avec eux, il faut donc avoir développé une doctrine, une capacité à interpréter et à agir, qui assure une cohérence entre la logique professionnelle qui soutient le métier et la logique économique qui soutient la structure. Alors la question centrale, c'est la question du rapport au marché. Tout le monde, moi le premier, on parle de marché. Il n'y a pas de marché. Ça, c'est très compliqué. Il n'y a pas de marché du travail. Entre nous, c'est tout le problème autour de la loi El Khomri, qui est partie sur une hypothèse d'un marché du travail qui demanderait ceci. Il n'y a pas de marché du travail. Il n'y a pas de marché du conseil non plus. Sauf sous l'angle d'un conseil qui se ramènerait à la prestation. Parce qu'il n'y a pas, justement, de marché du service. En faisant ça, j'insiste évidemment, je dis, c'est là que ça se joue. C'est là qu'il y a une solidarité des questions. Et c'est à cela qu'il faut qu'on soit capable de réagir, je dirais, à travers une pensée qu'il faut élaborer pour savoir quelle place on vient prendre dans ce bazar.
Il n'y a pas de marché, pourquoi? Parce qu'un marché suppose des marchandises, c'est-à-dire des choses qui sont déjà produites. Or, le service, il n'est jamais préalable, ça ne se stocke pas, le service. Il existe dans le moment où on le rend. Il n'y a pas de service sur étagère. Quand je fabrique des voitures, même si je ne les ai pas vendues, elles sont là. Il n'y a pas de service que je peux mettre sur le parking en attendant que quelqu'un vienne. Ça n'existe pas. Il y a des promesses de service que je peux faire, mais le service, non. Il n'y a pas de marché, parce que le service, justement, n'est pas une marchandise. Alors, à la rigueur, on peut dire qu'il y a un marché de l'emploi, parce que l'emploi relève d'une définition qui peut se stocker. Le travail, non. Si on fait nous, c'est tout à faire. Dans le mot travail, une distinction entre l'emploi et l'activité, la notion de marché du travail n'a de sens que sous l'angle d'un marché de l'emploi. Mais alors nous, si on reprend cette formule, ça veut dire qu'on perd justement ce qu'on vient porter en propre dans le mot travail, c'est la question de l'activité. Il n'y a pas de marché de ça, car l'activité n'existe que dans le moment où elle est exprimée, elle n'est pas stockée, elle ne relève pas d'un marché sur lequel on pourrait venir la visiter pour savoir est-ce que je la prends, je ne la prends pas, ça n'existe pas. Sauf, encore une fois, elle a ramené un emploi, c'est-à-dire un standard formel a priori. Bon, j'insiste pas là-dessus puisque j'en ai parlé. Il n'y a pas de marché du service pour la même raison, sauf sous l'angle donc d'une prestation, mais pas en tout cas celle de la relation. Et on est donc là sur une question qui nous renvoie au fond, est-ce que le métier qu'on fait, ça relève d'une dimension du service, mais du service plutôt de la prestation ou de la relation, et d'un travail qui est plutôt du côté de l'activité ou de l'emploi, et selon que vous allez dire ça, vous pouvez ou pas tenir l'idée qu'il y a un marché de ça. Mais vous êtes un cabinet, vous êtes dans un jeu social où on ne parle que de ça, de marché. Et donc la question c'est, est-ce que vous pouvez résister comme ça tout seul, comme Astérix, sur la loi du monde qui ne parle que de marché, qui donc vous impose d'avoir, pour que ce soit vraiment un marché, des prestations et non pas des relations, un contenu de l'intervention qui soit plutôt du côté de l'emploi que de l'activité, etc. Et on voit bien comment cet appel-là, il est insistant et que c'est quelque part irrésistible. Et que toutes les structures ont un rendez-vous avec ça extrêmement compliqué. Alors soit elles cèdent complètement, elles lâchent quoi, mais c'est pas un procès que je fais, mais parce qu'elles ne peuvent pas tenir. Ou bien elles résistent, elles se battent, alors leur travail c'est cette lutte, et elles arrivent plus ou moins loin dans le bord d'en face, sans jamais abandonner complètement le premier, parce qu'on ne peut pas complètement le lâcher. C'est ça l'affaire. Et vous allez avoir évidemment deux modèles économiques des structures. Et vous voyez que là je suis dans les cabinets, mais faites la transmission. Vous raisonnez sur un service intérieur à une grosse boîte. Vous allez avoir la même chose. Vous avez un marché intérieur. Voilà, on a Safran par exemple, il y a un marché intérieur. Chez Renault, chez Peugeot, partout, c'est normal. Parce que c'est homogène à la manière dont la boîte est elle-même organisée. Et donc on va lui demander de tenir des coûts, des délais, etc., des prestations, en même temps qu'il est poussé par la dimension de la relation, et donc il organise une tension qui est une hétérogénéité économique qui devient la réalité de son modèle. La question c'est comment il tient ça. Et donc en fait, plus on va du côté de la partie droite, du côté de la relation, on a affaire à ce que Christian Duterte appelle une relation marchande sans marché. Car elle est bien marchande, c'est-à-dire qu'il y a bien de la monnaie qui circule. Paye. Mais il n'y a pas de marché. Alors plus vous allez par là, plus tout de suite, ça vous sort des logiques de concurrence par les prix, par les coûts, parce que ça ne veut rien dire. Il n'y a rien à protéger, c'est dans la relation. Et donc c'est une organisation du métier qui évidemment en est complètement changée. On est, selon la façon dont on tient la relation entre le modèle professionnel et le modèle économique, selon la façon, on ne fait pas le même conseil dans les cabinets ou dans les services internes. On ne fait pas exactement le même métier pour les ergonomes, dans les cabinets ou dans les services internes. Et on n'a pas la même dynamique économique pour les cabinets ou pour les services internes. Je ne voudrais surtout pas qu'on croie qu'il y en ait un qui mériterait le prix d'excellence et tous les autres seraient voués aux gémonies. Je sais bien que le ton que je prends pourrait faire croire ça. Je ne crois pas un mot. Ce que je crois, c'est la complexité de cette question, c'est son caractère inéliminable et la responsabilité que nous avons ici de ne pas la lâcher. Après, on fait comme on peut, en partie comme on veut, et on a le droit de vouloir des choses qui ne sont pas les mêmes, et on fait en sorte d'en parler, parce que c'est ça qui fait monter tout le monde, la possibilité d'échanger dessus.
Et pour terminer donc, ça suppose d'approfondir des choses à faire. D'abord, ce que activité veut dire, je l'ai évoqué. Il ne faut pas lâcher ça. Ce n'est pas parce qu'on a posé activité par rapport à travail qu'on a réglé l'affaire. Je répète, la question de la subjectivité dans l'activité, ce n'est pas une affaire simple et elle n'est pas terminée au motif qu'on l'a posée. Donc ces considérations qui marquent des manières différentes, elles convoquent des responsabilités d'approfondissement. Sinon, ça ne tient pas debout. Sinon, ce sont des effets de tribune. Approfondir ce que intervenir veut dire, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, et approfondir en quoi consiste la valorisation du travail. En quoi le travail crée de la valeur. Qu'est-ce qui fait qu'il vaut? La deuxième dimension, c'est que pour faire ça, il faut être en situation d'accueillir et de travailler un certain nombre d'interpellations qui nous viennent du dehors de l'ergonomie proprement dite, qui ne peut pas s'en sortir toute seule. J'ai souvent dit, le travail est indisciplinable. Aucune discipline n'a la possibilité de tenir toute seule le travail dans la totalité des dimensions qui nous intéressent. Donc on a un objet qui échappe. Moyennant quoi, il y a donc la nécessité de composer toujours des constructions de type multidisciplinaire. Après tout, l'ergonomie en est l'exemple d'elle-même, puisqu'elle est elle-même, dans son origine, une agglomération, un agglomérat, une manière de solliciter des disciplines qu'elle organise entre elles sur la question du travail, mais qui sont toutes des disciplines qui par ailleurs existaient, ce qu'on appelait les disciplines mères, puis sœurs. Et donc, pourtant, ça fait bien émerger une ergonomie dans une singularité, malgré ce composite de ses origines. De mon point de vue, du côté des disciplines interpellantes, et avec lesquelles il y a un avantage profond à travailler. Mais là encore, ce sont des choix, en fonction de ce que je viens de dire. Je pense être cohérent en disant ça, là. Mais on fait des choix éventuellement différents, et on peut faire des montages ad hoc distincts. Pour moi, il y a la question de la clinique du travail, et notamment, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que Claude a pointé autour de la question du sens et de l'efficience, et donc l'idée que quand le travail est efficace, il consiste à faire aussi bien ou plus avec moins, mais la question c'est qu'est-ce qu'on fait du moins, et que le moins c'est un enjeu d'élaboration d'autres poursuites du travail, d'en faire quelque chose pour soi et pas simplement qu'il soit capté par l'organisation qui, comme le souligne en souriant tristement notre ami, est souvent ce qui se passe, quoi. C'est qu'ils font mieux, hop, c'est pris. Donc la question, c'est ça. La question de la psychodynamique du travail, qui pour moi est une question absolument essentielle dès lors qu'on s'intéresse à la question de la subjectivité, à la santé mentale dans l'activité, et la dimension de la pensée dans le travail. Et puis la question de l'économie, pour des raisons que je crois avoir fait sentir tout de suite, et notamment la montée, donc la dynamique servicielle, les matérialités, l'évaluation et le développement durable. Bon, là, ce sont trois axes, je dirais, de rapports, de relations, et de relations personnelles, d'ailleurs, incidemment, qui sont à creuser. En tout cas, moi, c'est ça mon chemin, et chacun ensuite, mais il faut repérer, voilà, où se passent les interpellations fécondes. Et puis, il y a les interpellations de la société. L'activité, ce que nous soutenons depuis le départ, c'est une insubordination. Le travail, au sens du droit, organise une subordination, mais l'activité, elle témoigne que les gens ne font pas comme c'est prévu qu'ils fassent, ils font autrement. Donc, il y a une insubordination, relative évidemment, mais il y en a une. Autrement dit, dans l'activité de travail telle que les ergonomes la mettent en avant, il y a l'atome du politique. Autrement dit, ce que ça dit, ça, c'est que le travail n'est pas une expérience de la domination, dans laquelle les gens subiraient. Il est à travers l'activité l'expression de ce qu'ils arrivent à imposer d'eux-mêmes. Alors plus ou moins facilement, avec des coûts plus ou moins forts, et des conséquences diverses, mais c'est ce qu'ils posent d'eux-mêmes, c'est ce qu'ils mettent d'eux-mêmes. Autrement dit, qu'ils font une expérience du monde dans laquelle ils prennent position. Et que c'est la base du politique.
Donc le politique n'a pas pour vocation, là, de venir les protéger de quelque chose dans quoi ils sont menacés d'être perdus. Elle a pour vocation d'aller chercher les gens qui travaillent dans une expérience où ils construisent autre chose. Ils font société. Ça, pour m'y être collé depuis un bail, c'est plutôt difficile à vendre. Intellectuellement, tout le monde comprend tout, mais alors après, ça passe pas. Et vous laissez 5 minutes reposer, aucun problème, l'herbe a repoussé plus verte qu'avant. C'est une bagarre. Mais c'est là qu'elle est notre bagarre. Tant qu'on n'aura pas fait avancer là-dessus, on n'aura rien fait avancer. Parce que les politiques ne sont jamais que la forme, je dirais, extrapolée, avec un effet de loupe et de zoom, d'une conscience fondatrice dans la société. Regardez juste ça. Rappelez-vous les nuits debout. On entendait des gens à la fois revendiquer de l'emploi contre une loi qui, selon eux, donc, était en train de dégrader les conditions d'emploi, et passer leur temps à dire que dans le travail, ils subissaient que des horreurs. C'est-à-dire, ils étaient dans une contradiction d'un endroit dont il faudrait les protéger, tout en même temps qu'il faudrait qu'on les laisse entrer. Et que la seule sortie de ça, c'est du politique qui vient de l'extérieur. Moi, j'ai organisé, dans le cadre d'Athémis, des conférences où, notamment, à ces moments-là, on a fait venir des gens qui animaient la nuit debout. Je vous assure que le dialogue était un dialogue de sourds. Et je vous invite à aller, d'ailleurs, sur le site d'Athémis, pour que ces conférences sont en ligne. Vous verrez qu'il y en a une qui était assez croquignolée. Parce que, très franchement, le gars qui représentait la nuit debout alors, tu es très malin, hein, tu es un agrégatif de philo, il nous a regardé en disant, mais attendez, là vous dites des conneries, là. C'est un effet de tribune, vous croyez pas ça quand même. Et le ça qui croyait pas, c'était quoi? C'est que dans l'activité, il se joue autre chose que l'expérience de la domination. C'était impossible. Et il était tout à fait intelligent, tout à fait honnête. Il y a un mur là. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Ce que nous disons, qui nous apparaît aujourd'hui comme assez banal, la tâche et pas l'activité, hein, c'est une bombe. Ça reste une bombe. L'idée que, à travers ça, ce qui se raconte, c'est l'insubordination. Tout ceci appelle donc à développer une doctrine pour agir. Et c'est ça le sens, je te rassure, c'est le dernier. Le sens de notre affaire, c'est ça. C'est que il y a à la fois une source, c'est un schéma qui reprend un peu, en tout cas physiquement, ça y ressemble, le schéma de Schwartz. Hein. Il y a une source d'interpellation, effectivement, qui est théorique et scientifique, qui est très importante, des questions qui naissent là. Il y a des interpellations qui sont plutôt sociales et politiques, qui naissent dans la société. Et tout ceci, donc, nous arrive à nous, mais diversement, selon qu'on est plutôt du côté d'une posture expert, ou plutôt du côté d'une posture clinique. Donc plutôt du côté d'une conception du conseil relevant d'un service de la prestation ou du service du côté de la relation. C'est rejouer cette question-là. Parce que la sensibilité à l'interpellation théorique n'est pas la même, la sensibilité à l'interpellation politique n'est pas la même, mais a fortiori la sensibilité à la manière dont ces interpellations entrent en résonance pour nous interpeller, nous. La tension entre les modèles se retrouve dans une tension dans nos activités. À nous. Je dirais c'est le syndrome du Durafour. Pour ceux qui ont connu ou qui ont entendu, Jacques Durafour avait installé cette image essentielle, hein, essentielle, qui est que les questions les plus fondamentales de l'entreprise se retrouvent dans le geste le plus humble de l'ouvrier le plus bas de l'échelle. Autrement dit, aucune question n'est résolue, elle ne fait que migrer du haut vers le bas, et généralement sur un mode du précipité, ce qui est que en bas, elle est en fait beaucoup plus difficile à traiter qu'en haut. Le problème, c'est qu'en haut, ils pensent qu'ils l'ont réglé, et qu'en bas, ils n'ont plus de problème. Eh bien, c'est l'inverse. En bas, ils ont tous les problèmes. Il ne faut pas exagérer, ça ne veut pas dire qu'en haut, ils n'en ont pas des compliqués non plus, hein, mais on les retrouve par un effet de précipité, au sens chimique, donc plus difficile à dénouer, à dégager, parce que justement, ça se présente sous des formes extrêmement tendues et très difficiles à démêler. Les ergonomes, nous sommes là, l'opérateur d'en bas, pour reprendre ce schéma, nous nous retrouvons dans nos activités à réceptionner
les irrésolus des tensions plus générales, dans le modèle, dans l'organisation, dans les structures. Ça suppose ça, que, j'avais dit une connerie, il y en a encore un, que dans les structures, on organise l'espace d'en discuter. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas une affaire qu'on peut régler. C'est une affaire qu'il faut parler. Il y a une inévitable coexistence des modèles. Et il faut penser donc, non pas d'un contre l'autre, mais plutôt d'une trajectoire, d'aller plutôt de l'un vers l'autre. Et donc dans des situations qui sont en dynamique et qui en réalité n'atteignent jamais, pour le coup, l'état final, qui est toujours devant. C'est donc une dynamique à soutenir, c'est le rôle de l'enseignement, de l'anticiper. C'est le rôle des dispositifs de pairs, de le reconnaître et de l'énoncer. C'est le rôle des dispositifs de supervision, essentiels selon moi, qui existent trop peu, mais qui sont essentiels pour les dépasser, pour les travailler, pour construire la doctrine là. Et donc ça suppose des structures qui fassent des investissements immatériels ad hoc. Car si les investissements ne sont pas faits pour organiser ces temps dans lesquels on construit ça, je dis bien ce sont des investissements parce que c'est là qu'on construit de la ressource. Ce qui renvoie donc à une économie du temps qui n'est pas simplement un temps qu'on passe, mais un temps qui, à l'intérieur de la manière de l'habiter, construit la capacité d'agir. Merci.